Décembre 1943. Le deuxième bureau de l'état-major général de l'armée impériale japonaise produisit une estimation du renseignement qui s'avérerait catastrophiquement erronée. Selon leurs calculs, la marine des États-Unis devrait avoir approximativement 13 060 officiers et 296 000 hommes durant fin décembre. L'estimation était basée sur une analyse minutieuse de la capacité navale américaine d'avant-guerre, des modèles de recrutement et de l'infrastructure de formation. Le renseignement japonais avait suivi la construction navale américaine avec une précision impressionnante. Il savait combien de porte-avions étaient en construction, combien de destroyers entreraient en service, combien de sous-marins étaient en chantier. Mais ils avaient fondamentalement mal calculé quelque chose de bien plus important. Ils n'avaient aucune idée du nombre de personnes servant réellement dans la flotte américaine. Les chiffres réels étaient dévastateurs. En décembre 1943, la marine des États-Unis avait 219 279 officiers, 120 472 aspirants officiers et 2 234 343 hommes du rang. L'effectif total était d'environ 2,4 millions de personnes. Le Japon en avait estimé 309 000 au total. L'erreur était de 7,6 pour 1. Les planificateurs militaires japonais basaient chaque calcul stratégique sur l'hypothèse qu'ils faisaient face à une flotte américaine ayant peut-être 2 fois leur propre personnel. En réalité, ils combattaient une marine qui comptait 7 fois plus de personnes qu'ils ne l'avaient estimé. Cet unique échec du renseignement signifiait que chaque hypothèse sur la capacité logistique américaine, le rythme opérationnel et les capacités de remplacement était fondamentalement erronée. Le mauvais calcul commença avec un angle mort culturel. Le major général Okamoto, qui servit comme chef du deuxième bureau de l'état-major général de l'armée au début de la guerre du Pacifique, dirigeait une organisation de renseignement qui entra dans le conflit avec seulement 20 officiers et 20 hommes du rang chargés d'analyser les armées étrangères. Leur attention principale portait sur l'Union soviétique. Seuls 2 ou 3 officiers traitaient du renseignement aérien. L'école de guerre de l'armée fournissait une formation minimale en renseignement. La culture militaire japonaise mettait l'accent sur les opérations de combat et la prouesse tactique. Le renseignement était considéré comme une fonction secondaire, souvent assignée à du personnel médiocre plutôt qu'aux meilleurs officiers. Cette faiblesse institutionnelle signifiait que lorsque le Japon avait besoin d'une analyse complète de la mobilisation industrielle américaine, il manquait à la fois du personnel et de l'expertise pour la mener correctement. Les officiers du renseignement japonais avaient étudié les marines américaines et britanniques de manière approfondie avant la guerre, mais leurs études se concentraient presque exclusivement sur les tactiques, les conceptions de navires et les compositions de flottes. Personne d'important ne s'intéressait à l'expansion des chantiers navals occidentaux, à la mobilisation de grandes équipes d'équipage ou au système de formation. Le concept que l'Amérique pourrait transformer fondamentalement son approche du développement du personnel militaire n'entra jamais dans la pensée stratégique japonaise. Un journaliste japonais nota en 1943 que sa nation était totalement incapable de se tenir objectivement à l'écart et de considérer positivement les émotions et les schémas de pensée des autres pays. En conséquence, il n'était pas possible pour le Japon de regarder les choses objectivement. Cette limitation culturelle imprégna les services de renseignement. La première preuve concrète que quelque chose n'allait pas avec les estimations de personnel vint d'observations sur le champ de bataille plutôt que d'analyse de renseignement. Pendant la campagne de Guadalcanal, qui commença en août 1942, les forces japonaises estimèrent initialement la force des Marines américains sur l'île à 2000 personnes. Ils considéraient inconcevable que le débarquement soit plus qu'une reconnaissance en force. Lorsque les combats commencèrent, les commandants japonais découvrirent qu'il y avait plus de 10 000 Américains sur Guadalcanal. Plus tard dans la campagne, les estimations japonaises indiquaient 10 000 Américains présents, alors qu'il y en avait réellement 23 000. Le schéma se répéta à travers le Pacifique.
Les officiers de l'armée japonaise estimèrent l'armée de battants du général Douglas MacArthur à 25 000 hommes, alors qu'il y en avait réellement 80 000 sur la péninsule. Ils estimèrent les forces britanniques à Singapour à 30 000, alors qu'il y en avait 85 000. Ils estimèrent la garnison de Midway à 750 hommes et 60 avions, alors qu'il y en avait 3027 et 120 et un avion de combat. Ces échecs du renseignement tactique auraient dû déclencher un examen complet de la capacité militaire américaine. Ce ne fut pas le cas. La structure de commandement japonaise était fragmentée. L'état-major général de l'armée, l'état-major général de la marine et le quartier général impérial opéraient tous avec une indépendance significative. Le renseignement n'était pas partagé efficacement entre les services. Plus crucialement, le renseignement qui contredisait la planification opérationnelle était souvent rejeté ou ignoré. La culture militaire japonaise de cette période ne récompensait pas les officiers qui livraient des évaluations indésirables. L'accent était mis sur l'esprit combatif, l'excellence tactique et les opérations offensives. Suggérer que l'ennemi était bien plus fort qu'estimé était perçu comme défaitiste. Ce que le renseignement japonais manqua complètement fut l'ampleur de l'infrastructure de formation américaine. Le 7 décembre 1941, lorsque le Japon attaqua Pearl Harbor, la marine des États-Unis avait approximativement 6000 recrues en formation à la station navale de Great Lakes, près de Chicago, dans l'Illinois. Cette unique installation, construite sur les rives du lac Michigan, à des centaines de kilomètres de tout océan, deviendrait la principale usine de production de marins américains. 6 mois après Pearl Harbor, Great Lakes avait 68 000 recrues en formation. En septembre 1942, plus de 100 000 marins s'y entraînaient simultanément. La base s'étendit sur 650 hectares. Plus de 700 instructeurs dirigeaient des cycles de formation continue entre Pearl Harbor et la capitulation japonaise en août 1945. La seule station navale de Great Lakes forma plus d'1 million de marins. Cette unique installation traita plus de personnel que toute la marine japonaise n'en aligna à son apogée. La reconnaissance japonaise ne détecta jamais cela. Great Lakes était profondément à l'intérieur des terres américaines, loin de toute zone côtière que les avions japonais pouvaient atteindre. Les officiers du renseignement savaient que l'installation existait d'après les archives d'avant-guerre, mais ils n'avaient aucun moyen d'observer son expansion massive en temps de guerre. Leurs estimations étaient basées sur la capacité d'avant-guerre de l'installation, conçue pour peut-être 20 000 personnes maximum. Ils n'avaient aucun cadre pour comprendre que les Américains construiraient des structures temporaires, convertiraient des bâtiments civils et opéreraient des équipes multiples pour traiter 5 fois la capacité conçue. Mais Great Lakes n'était que le début. La marine des États-Unis établit 4 nouvelles stations de formation majeures entièrement nouvelles pendant la guerre, chacune construite de zéro spécifiquement pour la mobilisation en temps de guerre. La station de formation navale Sampson ouvrit à New York en 1942 et pouvait traiter 20 000 recrues simultanément. La station de formation navale Farragut ouvrit dans l'Idaho en septembre 1942 dans une vallée montagneuse reculée. Elle forma près de 300 000 marins avant de fermer en 1945. La station de formation navale Bainbridge ouvrit dans le Maryland en octobre 1942. Chaque installation fut construite à une échelle massive en utilisant des techniques de construction rapide. Le renseignement japonais n'en connaissait aucune. Ces bases n'existaient pas dans les archives d'avant-guerre. Elles furent construites trop rapidement pour être suivies par les canaux de renseignement normaux. Elles étaient situées dans des zones que le Japon n'avait aucun moyen d'observer directement. L'échec du renseignement alla plus loin que les installations de formation. En juillet 1943, la marine des États-Unis lança le programme Saint-12, un système révolutionnaire de formation d'officiers basé sur les universités. Le programme opéra sur 131 campus universitaires à travers l'Amérique. Il prenait des diplômés du lycée et des étudiants universitaires, les mettait en service actif comme apprentis marins, les envoyait à l'université pour une éducation technique, puis les nommait officiers après l'obtention de leur diplôme.
Entre juillet 1943 et juin 1946, plus de 125 000 hommes passèrent par le programme F-12. Ce programme unique produisit plus d'officiers que le renseignement japonais n'avait estimé que la marine américaine aurait en personnel total. Le programme F-12 opéra à Harvard, Yale, Princeton, Notre-Dame, Cornell, Northwestern et des dizaines d'autres universités. Les étudiants étudièrent l'ingénierie, la navigation, les communications et les langues étrangères. Ils vécurent dans des dortoirs convertis en casernes militaires et assistèrent à des cours aux côtés d'étudiants civils, tout en étant soumis à la discipline militaire. Le programme créa un pipeline qui pouvait produire des milliers de spécialistes techniques chaque semestre. Le renseignement japonais ne le détecta jamais. Il savait que les universités américaines existaient et que certaines avaient des programmes de corps de formation des officiers de réserve de la marine, mais il n'avait aucune conception que les Américains avaient converti tout leur système d'enseignement supérieur en une infrastructure de formation militaire. La mobilisation américaine opérait selon des principes complètement étrangers à la pensée militaire japonaise. Le Japon avait construit sa marine à travers des décennies de culture minutieuse. Les officiers fréquentaient l'académie navale pendant des années. Les spécialistes techniques suivaient des programmes de formation approfondis. Les équipages s'entraînaient constamment pour atteindre la précision. La qualité était primordiale. La marine japonaise était professionnelle, hautement qualifiée et extrêmement capable. Mais elle était petite, et lorsque les navires étaient écoulés, les pilotes tués ou les équipages perdus, ils ne pouvaient pas être remplacés rapidement. Tout le système était basé sur l'hypothèse que les guerres seraient décidées par la qualité des forces existant au début du conflit. L'Amérique adopta l'approche opposée. Ils décidèrent que l'échelle importait plus que la perfection individuelle. Ils construisirent des systèmes de formation qui pouvaient traiter des millions de personnes. Ils acceptèrent que les marins individuels soient peut-être moins qualifiés que leurs homologues japonais. Initialement, ils compensèrent avec des nombres écrasants, une logistique supérieure et une capacité de remplacement continue. Un destroyer américain qui perdait un équipage au combat pouvait retourner au port, embarquer de nouveaux marins fraîchement sortis de la formation et être de retour en mer en quelques semaines. Un destroyer japonais avec des pertes similaires pouvait attendre des mois pour des remplacements, s'ils pouvaient être trouvés du tout. Les Américains résolurent aussi un problème que le Japon ne reconnut jamais comme existant. La plupart des recrues américaines venaient de régions intérieures, des fils de fermiers de l'Iowa, des ouvriers d'usines de Détroit, des étudiants universitaires du Kansas. Ces gens n'avaient jamais vu l'océan, encore moins servi sur un navire. La marine construisit d'énormes piscines dans des bases au milieu du pays pour apprendre à nager. Ils construisirent des simulateurs de navires sur la terre ferme. Ils créèrent des manuels de formation standardisés que n'importe quel instructeur dans n'importe quelle installation pouvait utiliser. Ils industrialisèrent l'éducation de la même manière qu'ils avaient industrialisé la fabrication. Une classe de recrues à Great Lakes avait 1 millier d'hommes recevant une instruction identique sur des emplois du temps identiques en utilisant un équipement identique. Lorsqu'ils obtenaient leur diplôme, ils n'étaient peut-être pas aussi qualifiés individuellement que les marins japonais, mais ils étaient 1 millier, et un autre millier était déjà en formation derrière eux. Fin 1943, la production américaine de marins formés avait atteint une échelle industrielle. Great Lakes diplômait des classes toutes les quelques semaines. Le programme C-12 nommait des centaines de nouveaux officiers chaque semestre. Des écoles techniques spécialisées produisaient des opérateurs radars, des techniciens sonars, des spécialistes de conduite de tir et des experts en communication. Le pipeline fonctionnait continuellement et accélérait. Plus l'Amérique formait de gens, plus elle avait de formateurs. Les diplômés devenaient instructeurs. Les officiers qui terminaient une formation technique enseignaient à la classe suivante. Le système s'auto-renforçait et croissait exponentiellement. Le Japon, pendant ce temps, luttait pour remplacer les pertes. Après la bataille de Midway en juin 1942, le Japon perdit 4 porte-avions de flotte et la plupart des équipages de vol hautement entraînés à leur bord. Ces pilotes représentaient des années de formation. Ils ne pouvaient pas être rapidement remplacés.
Le Japon essaya d'accélérer les programmes de formation des pilotes, mais il n'avait pas assez d'instructeurs, assez d'avions ou assez de carburant pour les vols d'entraînement. Chaque perte aggravait le problème. Moins de pilotes expérimentés signifiait moins d'instructeurs, ce qui signifiait une formation de moindre qualité, ce qui signifiait des pertes plus élevées. C'était une spirale de la mort qui, fin 1943, était bien engagée. L'erreur de calcul sur le personnel eut des conséquences stratégiques que le commandement japonais ne pouvait pas pleinement saisir. Les sous-marins japonais, opérant en 1944, rapportèrent à plusieurs reprises être stupéfaits par le volume du trafic logistique américain. Il coulait des navires de ravitaillement, des pétroliers et des transports de troupes. Les convois américains ne faisaient que continuer à arriver. Plus de navires, plus d'approvisionnement, plus de gens. Les commandants de sous-marins japonais ne pouvaient pas comprendre d'où venaient tous ces équipages. La réponse était simple. Ils en avaient formé plus de 2 millions, mais le Japon pensait toujours qu'il n'en avait que 300 000. Les prisonniers de guerre américains, interrogés par des officiers du renseignement japonais, mentionnaient souvent l'ampleur des programmes de formation américains. Ils parlaient de bases avec 100 000 personnes, de centres de formation traitant des milliers de recrues chaque semaine, de campus universitaires remplis d'hommes en uniforme naval. Les interrogateurs japonais pensaient que ces déclarations étaient des exagérations ou de la propagande. Personne ne pouvait former autant de gens aussi rapidement. C'était impossible. Sauf que ce ne l'était pas. C'était juste impossible dans le cadre de la compréhension japonaise de l'organisation militaire. Un cas documenté illustre cette déconnexion. Après la bataille de Midway, les Japonais capturèrent plusieurs aviateurs américains. Pendant l'interrogatoire, ces prisonniers décrivirent les installations de formation qu'ils avaient fréquentées. L'ampleur qu'ils décrivirent sembla absurde aux interrogateurs japonais. Ils rapportèrent des classes de formation avec des centaines d'étudiants, des installations pouvant loger des dizaines de milliers de personnes, des programmes de formation qui prenaient des recrues civiles et en faisaient des pilotes ou des marins en quelques mois. Les officiers du renseignement japonais crurent que les prisonniers gonflaient les chiffres pour tromper leurs capteurs. L'idée que l'Amérique pouvait réellement opérer à cette échelle ne correspondait pas aux hypothèses japonaises sur le fonctionnement de la formation militaire. Le tournant où la disparité de personnel devint indéniable fut la campagne des Mariannes en juin et juillet 1944. Les forces américaines assaillirent Saipan, Tinian et Guam avec une force écrasante. Les défenseurs japonais sur ces îles rapportèrent être stupéfaits par le nombre purement écrasant de troupes américaines débarquant. Vague après vague de péniches de débarquement, des milliers de Marines, un appui continu de tirs navals, des frappes aériennes qui ne s'arrêtaient jamais. Une logistique qui continuait à affluer quelle que soit la résistance offerte par les forces japonaises. Les commandants japonais sur Saipan envoyèrent des messages désespérés à Tokyo, décrivant la force d'assaut comme énorme au-delà de tout ce qu'ils avaient anticipé. Après la chute des Mariannes, l'état-major général de la marine japonaise commanda enfin un examen complet des capacités militaires américaines. L'examen, mené en septembre 1944, conclut que les estimations précédentes de la force de personnel américaine étaient significativement incorrectes. Basé sur des preuves opérationnelles, des communications interceptées et l'analyse de la logistique américaine observée au combat, l'examen estima que la force de la marine des États-Unis était d'environ 1 800 000 à 2 200 000 personnes. C'était près de 6 fois plus élevé que les estimations utilisées depuis 1942. L'examen recommanda une révision immédiate de tous les plans stratégiques pour tenir compte d'une capacité de personnel et de logistique américaine dramatiquement plus élevée. Les recommandations ne furent jamais significativement mises en œuvre. En septembre 1944, le Japon avait déjà perdu les batailles décisives de la guerre du Pacifique. La flotte combinée avait été brisée à la bataille de la mer des Philippines. Les sous-marins américains avaient dévasté la marine marchande japonaise. La situation stratégique était effectivement sans espoir. Savoir que les Américains avaient 2 millions de marins au lieu de 300 000 ne changeait pas le fait que le Japon avait déjà perdu le contrôle du Pacifique. L'échec du renseignement eut des conséquences, mais ces conséquences étaient déjà verrouillées
au moment où le commandement japonais reconnut l'ampleur de son erreur de calcul. Les facteurs institutionnels qui causèrent cet échec du renseignement étaient profondément enracinés dans la culture militaire japonaise. Les officiers du renseignement n'étaient pas hautement valorisés dans la hiérarchie militaire. Les officiers les plus talentueux allaient à des postes de commandement ou à des rôles de planification opérationnelle. Le renseignement était vu comme une fonction de soutien plutôt que comme une capacité critique. Cela signifiait que même lorsque les officiers du renseignement identifièrent des problèmes avec les estimations, il manquait de l'autorité institutionnelle pour forcer des révisions contre les préférences des commandants opérationnels qui voulaient croire que l'ennemi était plus faible. De plus, les services militaires japonais opéraient avec une rivalité significative et une coordination limitée. L'armée et la marine avaient des organisations de renseignement séparées qui partageaient rarement des informations efficacement. Des renseignements sur la capacité de formation américaine auraient pu être remarqués par un service, mais jamais communiqués à l'autre. La structure fragmentée signifiait que même lorsque des morceaux de renseignement précis existaient, ils n'étaient pas assemblés en une image complète qui pourrait entraîner une révision stratégique. L'échec du renseignement fut aussi aggravé par un biais de confirmation au plus haut niveau du commandement japonais. Les planificateurs militaires s'étaient convaincus que l'Amérique était fondamentalement inadaptée à une guerre soutenue. Ils croyaient que la culture américaine était trop individualiste, trop concentrée sur le confort matériel, trop divisée par des différences régionales et ethniques pour se mobiliser efficacement pour une guerre totale. Tout renseignement suggérant le contraire était inconsciemment filtré comme non fiable. Les commandants supérieurs voyaient ce qu'ils voulaient voir et rejetaient les preuves qui contredisaient leur récit préféré. Les interrogatoires d'après-guerre des officiers du renseignement japonais par les forces d'occupation américaines révélèrent la profondeur de cette erreur de calcul. Lorsque les interrogateurs américains expliquèrent l'ampleur réelle de programmes comme le système V-12 ou l'expansion d'installations comme Great Lakes, les officiers japonais furent véritablement choqués. Certains refusèrent initialement de croire les chiffres, même lorsqu'on leur présenta des preuves documentaires. Le concept que l'Amérique avait formé des millions de gens en quelques années ne correspondait simplement pas à leur compréhension du fonctionnement des organisations militaires. Un officier du renseignement japonais déclara lors d'un interrogatoire en 1946 que si quelqu'un lui avait dit pendant la guerre que l'Amérique alignerait une marine de plus de 2 millions de personnes, il l'aurait considéré comme de la propagande impossible. La capacité industrielle à construire des navires existait, mais la capacité à trouver, former et déployer des millions de marins semblait au-delà du domaine du possible. L'ironie est que le renseignement américain fit l'erreur inverse dans certains domaines. Tout au long de 1942 et début 1943, les analystes américains surestimèrent constamment les capacités militaires japonaises dans certains domaines. Ils pensaient que le Japon avait plus d'avions qu'il n'en avait, plus de pilotes expérimentés, une logistique plus robuste. Les commandants américains planifiaient souvent des opérations en supposant qu'ils faisaient face à un ennemi plus fort qu'il ne l'était réellement. Cette prudence sauva probablement des vies. Cela signifiait que les forces américaines abordèrent les batailles avec une préparation appropriée et des ressources écrasantes. Ils ne sous-estimaient pas leur adversaire. Dans le cas du Japon, sous-estimer la force américaine conduisit à des décisions stratégiques basées sur des fantasmes. Au moment où la réalité devint indéniable, il était bien trop tard pour ajuster le cap. L'échec du renseignement sur le personnel eut une conséquence inattendue que le commandement japonais n'anticipa jamais. Parce que le Japon croyait que les forces américaines étaient plus petites qu'elles ne l'étaient réellement, les commandants japonais engageaient souvent des forces dans des batailles qu'ils auraient dû éviter. Si la planification stratégique japonaise avait compris avec précision qu'ils faisaient face à une marine 7 fois plus grande qu'estimée, ils auraient peut-être poursuivi une stratégie plus défensive plus tôt. Ils auraient peut-être reconnu que les engagements décisifs de flotte favoriseraient inévitablement un ennemi avec une supériorité numérique écrasante et une capacité de remplacement illimitée.
Ils auraient peut-être concentré leurs efforts pour rendre le coût de l'avancée à travers le Pacifique si élevé que l'Amérique chercherait un règlement négocié plutôt que de poursuivre les opérations offensives. Au lieu de cela, les forces japonaises engagèrent à plusieurs reprises les flottes américaines dans des batailles majeures tout au long de 1943 et 1944, subissant des pertes catastrophiques en navires, avions et personnel formés irremplaçables. Chaque engagement était planifié sur l'hypothèse que la force américaine était limitée et qu'une victoire décisive japonaise pourrait modifier l'équilibre stratégique. La réalité était que chaque perte subie par le Japon était permanente, alors que chaque perte subie par l'Amérique était temporaire. La logistique américaine pouvait remplacer les navires détruits en quelques mois. La formation américaine pouvait remplacer les équipages perdus en quelques semaines. Les pertes japonaises étaient simplement parties, créant un déficit cumulatif qui s'aggravait avec chaque engagement. L'échec du renseignement concernant le personnel américain affecta aussi les décisions japonaises concernant la défense nationale et l'allocation des ressources. Si les planificateurs japonais avaient compris l'échelle réelle de la puissance navale américaine, ils auraient peut-être priorisé différentes préparations défensives. Plus de ressources auraient pu être consacrées à fortifier les îles natales plus tôt dans la guerre. Plus d'accent aurait pu être mis sur la dispersion de la production de guerre critique pour réduire la vulnérabilité aux bombardements stratégiques. Plus d'efforts auraient pu être consacrés au développement de systèmes d'armes spécifiquement adaptés à une défense asymétrique contre un ennemi écrasant. En 1945, les conséquences de l'échec du renseignement sur le personnel étaient visibles dans tous les aspects de la position stratégique du Japon. Les groupes opérationnels américains opéraient continuellement à travers le Pacifique avec des navires et des équipages apparemment illimités. Lorsque les navires avaient besoin de maintenance ou de réaménagement, des remplaçants étaient disponibles. Lorsque les équipages avaient besoin de repos, du personnel frais tournait. Le rythme opérationnel soutenu était quelque chose que les forces japonaises ne pouvaient tout simplement pas égaler. Leur flotte était limitée à la fois par le nombre de navires disponibles et par le nombre d'équipages formés pour les armer. Les flottes américaines ne faisaient face à aucune de ces contraintes. L'histoire de la façon dont le Japon a mal calculé la force de personnel naval américain d'un facteur de 7 pour 1 est finalement une histoire sur l'échec institutionnel, les angles morts culturels et les dangers de ne voir que ce que l'on veut voir. Les organisations de renseignement japonaises entrèrent en guerre en sous-effectifs, sous-formés et sous-évalués dans la hiérarchie militaire. Elles se concentrèrent sur des détails tactiques qu'elles comprenaient tout en manquant des réalités stratégiques pour lesquelles elles n'avaient aucun cadre de compréhension. Elles collectèrent des données qui contredisaient leurs estimations, mais manquèrent de l'autorité institutionnelle ou de la permission culturelle pour forcer la révision d'hypothèses confortables. La leçon n'est pas que les officiers du renseignement japonais étaient incompétents. Beaucoup étaient très compétents dans le travail qu'ils faisaient. Ils suivirent la construction navale américaine avec une précision impressionnante. Ils prédirent correctement la production industrielle américaine dans plusieurs domaines clés. Mais ils manquèrent complètement la dimension humaine de la mobilisation américaine. Ils ne comprirent pas que l'Amérique transformerait son système éducatif en une infrastructure de formation militaire. Ils ne saisirent pas que la culture américaine, qu'ils considéraient comme faible et individualiste, pourrait mobiliser des millions de personnes pour un effort coordonné. Ils n'anticipèrent pas que les méthodes industrielles américaines pourraient être appliquées à la production de personnel formé aussi efficacement qu'elles l'étaient à la production de navires et d'armes. Les documents de renseignement de cette période, qui survécurent à la guerre et furent capturés par les forces américaines, montrent des analystes japonais aux prises avec des données contradictoires. Ils avaient des preuves que les bases américaines étaient plus grandes qu'estimées. Ils avaient des déclarations de prisonniers décrivant des programmes de formation massifs. Ils avaient des rapports opérationnels montrant des forces américaines se déployant en plus grand nombre que ce qui aurait dû être possible. Toutes ces preuves étaient disponibles, mais elles ne furent pas synthétisées en une réévaluation complète, car le faire aurait nécessité de reconnaître que toute la stratégie de guerre du Japon était basée sur des prémices fondamentalement erronées. Ce genre d'aveu était institutionnellement et culturellement impossible jusqu'à ce que la défaite le rende inévitable.
L'expérience japonaise avec l'échec du renseignement concernant le personnel naval américain offre des leçons durables sur les défis de l'évaluation stratégique. Les organisations tendent à rejeter les informations qui contredisent les récits préférés. Les hypothèses culturelles façonnent les preuves considérées comme crédibles. Les hiérarchies institutionnelles déterminent quelle analyse est entendue. Et la conséquence de se tromper lorsque l'on estime les capacités de l'ennemi n'est pas juste une erreur académique sur un document d'état-major. C'est un navire coulé, des batailles perdues et finalement une guerre qui devient impossible à gagner parce que vous combattiez un ennemi que vous n'avez jamais correctement compris.